Ben salut, on est déjà rendu à la 3e saison en direct de la Maison Jaune. Puis dans le monde des affaires, la 3e année, ça passe ou ça casse. On voit si ça marche ou pas. Et là, finalement, mon nom est Stéphane Paquette. On est en direct sur mon site web tv.versatile.biz. Je vous invite à la fin de l'émission de laisser des commentaires sur mon site en bas de l'écran. Et là, cette saison-ci, là, c'est encore plus pété que la saison passée. Il va y avoir des sujets, on va parler de l'ésotérisme, les prophéties, les dragons, là, que ça a déjà existé. Toutes sortes de choses. Ça va être comme la 9, 10, 11, 12, la 11e émission. La 12e émission, ça va être le deuxième camper qui a été fabriqué par moi et mon père. Fait que c'est son Nissan Quest. Et la deuxième émission, qui est l'émission numéro 10, on va recevoir une super belle fille très dynamique et motivante. C'est Jannick Lausier. Fait que, ça va être comme un hommage, il va y avoir des vidéos, toutes sortes de choses. Et là, présentement, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'a jamais été parlé dans les médias. C'est un sujet tabou. Puis je me dois d'en parler parce que c'est juste là que vous allez en entendre parler. C'est la géo-ingénierie, alias a.k.a. chemtrail. Fait que, on va aller au générique et après, on commence. Attends-moi à 30 dB. Hey! Fait qu'on commence ça en Lyon, comme j'avais dit dans ma bande-annonce. Fait qu'on va parler d'un sujet, sinon le sujet le plus important pour moi. J'ai fait beaucoup de recherches et de démarches depuis 2009, c'est la géo-ingénierie. Là, on va regarder sur l'ordinateur, s'il te plaît, Kevin, des photos de chemtrail, de géo-ingénierie. Avez-vous déjà vu ça? Peut-être en moins pire que les photos, là. On nous arrose du ciel avec des produits comme des insectes. Vous n'êtes pas obligé de me croire, vous avez tout le reportage pour y penser. La première fois qu'un problème frappe à ma porte de cette manière-là, sans me donner le choix d'y faire face. C'est la première fois que quelqu'un m'en a parlé, c'était en 2005. Il me montrait des traînées dans le ciel, puis moi je répondais comme tout le monde que c'était normal. T'sais. Ça a resté comme ça, j'ai laissé mon esprit ouvert. En 2009, j'ai repris contact avec ça, puis parce qu'un gars au gym m'a dit d'aller voir un site web pour avoir des détails. Il se dit c'est épouvantable. Il me disait ça nous tombe du ciel, ça crée des maladies de peau. À partir de là, j'ai observé le ciel, puis tout en cherchant l'information pertinente. Et j'ai commencé à y croire de bon, et j'avoue que sans ces deux personnes-là, je pense pas que je m'aurais intéressé à ça. Parce que depuis quand on se met à observer le ciel, t'sais, le monde il regarde plutôt leur téléphone intelligent. Fait que cet épandage-là porte un nom qui est une nouvelle science, la géo-ingénierie, la modification de climat, communément appelée chemtrail dans le jargon populaire. Fait que justement, on va regarder encore il y a encore d'autres photos de géo-ingénierie. On va laisser l'ordinateur là. Justement, le terme chemtrail, d'où ça vient ça? Ça, c'est un document, c'est un plan de cours de l'US Air Force en chimie. On voit chemtrail. Et ensuite, il y a aussi le terme apparaît aussi en 2001 aux États-Unis dans la loi Space Preservation Act, protège de manière permanente l'humanité contre l'utilisation d'armes dans l'espace. Là, on voit les termes. Là. Such terms include weapon system chemtrail. Il y a toutes sortes d'affaires laser, ultrasoniques, toutes sortes d'affaires. Exotiques, des armes exotiques. Il y a aussi, on entend parler du terme chemtrail aussi dans d'autres documents, dont le document de l'ONU en 1977 qui interdit la modification climatique comme arme militaire. On voit ici. Que veut dire chemtrail? Ça vient d'une contraction de chem pour chemical, chimique, et trail pour traîner. Donc, traîner chimique. Par opposition à contrail, qui est con pour désigner la condensation. Donc, c'est celle qui est normale, qu'on avait avant. Là, on va voir des vraies photos de contrail. Attention, on va reprendre le signal. Ah, ben, il était déjà encore là-dessus.
C'est ça. Attends. Excusez, j'ai quand même un petit problème. Bon. Quand un avion est à 30 000 pieds où la température est à moins 40 Celsius et qu'on retrouve au moins 60% d'humidité, il y a formation de contrail. Car la chaleur de la sortie d'échappement d'une turbine fait condenser rapidement l'air froid humide en vapeur d'eau gouttelette qui va ensuite se refroidir dans le ciel en cristaux de glace très rapidement et produire une courte traînée dans le ciel. Pour les plus vieux, rappelez-vous, dans les années 80, on était tout excités de voir le phénomène qui arrive rarement. Je me rappelle que quand on était chanceux, la traînée couvrait au maximum le ciel avant que ça s'efface à mesure que l'avion avançait à haute altitude. Aujourd'hui, les avions laissent une traînée persistante pendant des heures à basse altitude par temps sec qui défie tous les paramètres de conditions pour créer les contrails. Quand on fait de la buée en expirant l'hiver ou qu'on fait bouillir de l'eau, on voit la vapeur. Est-ce qu'on voit la vapeur pendant des heures? Non. La fumée de cigarette, elle, persiste quand même parce que c'est des particules solides. Là, on va voir, on a fini de voir les photos. On va voir des nuages cirrus. Parce que le cirrus, c'est le nuage qui ressemble le plus au chemtrail. Je trouve de la misère à mettre en plein écran. Bon. Fait qu'on compare souvent les chemtrails aux nuages. C'est presque le même phénomène que les chemtrails, mais il y a certaines conditions de froid et d'altitude qui doivent être réunies avec une pression atmosphérique à 600 millibars. On va voir des très belles photos de cirrus. Celle-ci, entre autres. Maintenant qu'on connaît le terme chemtrail, on va voir un document où apparaît le vrai terme, le géo-ingénierie. Ça vient du Congrès américain. Geoengineering. Il y a aussi l'autre document. On voit ici un petit graphe où c'est qu'on parle que... Attendez. Ouais, c'est ça, grand éventail de technologies qui existent pour adresser le problème de changement climatique. Puis là, il y a le document du CFR, Council of Foreign Relations. C'est la même raison, changement climatique. En page 4, on parle du SO2, le dioxyde de soufre qui provient des volcans, et l'oxyde d'aluminium, comme produit utilisé là, pour camoufler le soleil, faire réduire la température. Il y a aussi un document, si on remonte en 92, un document de l'US Air Force encore, c'est Weather as a Force Multiplier, ce qui veut dire en français le climat comme force multiplicatrice, s'approprier le climat en 2025. Si on fait un calcul rapide, on est en 2015, puis la géo-ingénierie a commencé en 98, donc ça fait 17 ans que c'est en marche sur un total de 27 ans, fait qu'on est à peu près aux 2/3 de l'agenda. Ça me fait dire que la température est contrôlée militairement. Là, on voit dans le graphique que les chemtrails vont plafonner déjà en 2015 au profit de d'autres technologies d'énergie directe. Fait que là, j'ai couvert un petit peu le contrôle moderne de changement, de modification climatique par l'homme, mais je vais faire un petit peu d'histoire. Là, de tous les temps, tu peux revenir à la caméra. De tous les temps, l'homme a voulu contrôler la nature parce qu'il en souffrait à cause des récoltes. Fait qu'il est obligé de faire des sacrifices humains aux dieux pour avoir des bonnes récoltes. Fait que là, si on commence l'histoire avec le Québec, ben là, je prétends pas couvrir toute l'histoire. Parce que j'ai été obligé de couper dans les informations. Là, sinon, ça aurait duré 2 heures, cette émission-là. Donc, on va voir sur l'ordinateur à nouveau, Kevin. La machine à pluie, c'est un article. Machines à pluie sont de retour dans la région. Là-dedans, on parle de René Lévesque parce qu'il était ministre de... Attendez, j'essaie de me rappeler. Ministre des Ressources naturelles du Québec, c'est ça. Là, on voit ici la loi qui est en vigueur sur la loi de la provocation artificielle de la pluie. Donc, si vous avez le droit d'en faire, vous suivez la loi, puis c'est correct. Là, maintenant, on va commencer à faire l'histoire de la géo-ingénierie. Tenez-vous bien, là, parce qu'il y en a pas mal d'informations. Ça, c'est en soi une preuve que ça existe, la modification climatique, pardon. Ça a commencé en 1841, puis en 1877, tout comme en 1887, il y a eu diverses propositions pour faire élever la température en détournant les courants chauds dans le détroit de Bering. En 1891, on tente de faire de la pluie au Texas. On va revoir encore sur l'ordinateur. Là, on va pouvoir rester un petit bout là-dessus. C'est ça. C'est au Texas avec des ballons, je ne sais pas trop comment ça se fait, des explosions. Puis en 1912, il y a une proposition plus loufoque où un ingénieur propose de construire une débarcadère de 200 000 de long pour augmenter le flot du Gulf Stream dans le bassin arctique, ce qui ferait basculer l'axe de rotation de la Terre. C'est vraiment fou. Là. Le New York Times, comme on peut voir à l'écran,
qualifie cette proposition comme incroyable, mais pas folle. T'sais. Puis en 1929, Hermann Oberth, physicien et ingénieur germano-hongrois, là on peut revenir à la caméra, s'il te plaît. C'est ça, germano-hongrois propose de construire un miroir géant dans l'espace pour concentrer les rayons du soleil vers la Sibérie. Et en 1932, l'Union soviétique établit l'Institut des faiseurs de pluie de Leningrad avec des décennies de tests. Julian Huxley, en 1945, biologiste et secrétaire général des Nations Unies, propose de faire exploser plusieurs bombes atomiques en haute altitude au-dessus des régions polaires pour monter la température de l'océan Arctique, réchauffer la zone tempérée nord. En 1946, les chercheurs de General Electric ont trouvé une méthode d'ensemencement de nuages avec de la glace sèche et du iodure d'argent. On peut voir l'ordinateur. Attendez. Ah, c'est le laptop. Il est là. Ok. Je sais pas c'est quoi qui se passe. On le voit. Ah, ok, c'est juste le moniteur. Petit problème technique, mais ça enregistre pareil. C'est ça, on voit les avions, l'ensemencement par iodure d'argent. Et là, un an après, en 1947, le ministère de la Défense américaine conduit le projet Cyrus, dans lequel 200 livres de glace sèche sont jetés dans un ouragan pour le repousser dans la mer, ce qui a fait changer de cap pour frapper la Géorgie. Fait que là, le public a accusé le gouvernement de cette catastrophe. Depuis ce temps-là, les expériences de modification de climat ont lieu plus secrètement. En 1949, le Royaume-Uni a mené des expériences de modification de climat sous le nom de projet Cumulus. On peut revenir à la caméra, là. De 1951 à 1953, le département de défense conduit un projet de modification météorologique à grande échelle à Washington. C'est pourquoi en 1952, le département de modification de climat à la Maison-Blanche est créé pour mener le projet SCOD jusqu'en 1954, où le gouvernement américain expérimente la création de nuages sur la côte Est. En 1953, le président Dwight Eisenhower crée le Comité consultatif américain sur le contrôle météorologique. Là, en 1958, c'est une très grande année en géo-ingénierie. Là, si une nation ennemie est en position de contrôler les modèles météorologiques à grande échelle avant que nous le puissions, le résultat pourrait être plus désastreux que la guerre nucléaire, disait le conseiller du climat Eisenhower. Il ajoutait aussi que le ministère de la Défense étudiait des façons de manipuler les charges électriques de la Terre et du ciel et ainsi affecter la température en utilisant le rayonnement électronique pour ioniser et déioniser l'atmosphère sur une zone donnée. Toujours en 1958, de l'autre côté de l'Atlantique, un mathématicien et ingénieur soviétique proposait de mettre une anneau de particules de potassium autour de l'orbite polaire de la Terre pour augmenter la radiation solaire pour dérégler le pergélisol de la Russie, le Canada et l'Alaska. Encore un autre projet pour faire fondre la glace polaire de l'Arctique qui est mis sur la glace, si vous me passez l'expression. Et la même idée de 1877 par un autre ingénieur soviétique qui, avec l'aide des États-Unis, voulait utiliser une pompe nucléaire pour pomper l'eau du courant chaud Pacifique dans l'Atlantique jusqu'à la mer Arctique pour réchauffer la Sibérie et le nord de l'Amérique. L'ingénieur russe Borisov propose aussi de faire fondre l'Arctique et le Groenland en répandant de la poussière de charbon. Il y a beaucoup de chercheurs, on dirait, qui cherchent à faire fondre ben des affaires. En 1960, le projet Skyfire pour étudier la manipulation des éclairs. En 1961, il y a le projet Skywater, c'est presque le même nom, pour l'ensemencement des nuages financé par le Congrès américain et autres expériences de nuages artificiels avec rejet de produits chimiques par des fusées telles la poudre de barium. Puis intéressant de noter que le barium, c'est un des éléments utilisés aujourd'hui dans les chemtrails. Fait que là, vous arrivez à temps parce qu'il y a une vidéo qui va jouer présentement. On va prendre le signal de l'ordinateur et le son aussi. On va monter le potentiel. Propose further cooperative effort between all the nations in weather prediction and eventually in weather control. We shall propose finally a global systems of communication satellites linking the whole world in telegraph and telephone and radio and television. The day need not be far away when such a system will televise the proceedings of this body to every corner of the world for the benefit of peace. OK, on peut revenir à la caméra. Tu peux
peux gosser le potentiomètre, je ne vois pas d'image sur le moniteur. Tu peux baisser le fader bleu aussi, là, réduire le bruit de fond. Jusqu'en 62, les Russes, les Américains ont fait exploser 300 mégatonnes de bombes nucléaires et ça réduit la couche d'ozone de 4%. Donc, on se demande pourquoi. En 1965, le comité des sciences présidentielles américaines ont examiné une méthode pour neutraliser les effets du CO2. En 1966, plusieurs choses voient le jour. Les plans futurs d'une agence fédérale de modification de climat, un rapport de la NASA pour l'établissement de programmes de modification météorologique avec des idées militaires sur le génie climatique. Toujours en 1966, les autorités météorologiques de 25 nations se réunissent à Londres pour le premier congrès international pour l'air pur. Bonne idée. Le gouvernement fédéral américain dépense environ 7 millions sur des projets incluant la modification de pluie, suppression de brouillard, de nuages, modification des éclairs, et le Bureau de recherche navale parraine une recherche majeure dans la modification de tornades, direction des ouragans et manipulation des cyclones. Fait que là, il y a comme tout ça. De 67 à 72, pendant les administrations de LBJ, là, Johnson et le Nixon, l'armée américaine conduit la guerre climatique secrète sur le Vietnam sous le nom d'Opération Popeye, qui est pour prolonger la saison de la mousson sur le Laos de 30 à 45 jours par l'ensemencement de nuages avec des fusées de signalisation au iodure d'argent. L'armée de l'air américaine a fait 2600 sorties d'ensemencement sur le nord et le sud du Vietnam, le Laos et le Cambodge pour empêcher les mouvements des troupes vietnamiennes. Comme les averses de pluie ont ralenti le trafic des camions, l'opération est considérée comme réussie. La 54e escadron de reconnaissance a effectué l'opération pour faire la boue pour la guerre. Là, ça fait comme faire l'amour pour la guerre. L'opération Popeye est le premier cas connu de manipulation hostile du climat dans l'histoire militaire. C'est ça, excusez-moi. Quand Jack Anderson révèle son existence dans le Washington Post en 71, année je suis né, le public est outragé. Le scandale devient bientôt connu sous le nom du Watergate de la guerre météorologique. En 68, Gordon MacDonald écrit un chapitre dans le livre « À moins que la paix ne vienne ». Il a correctement prédit que dans le futur, l'atteinte des objectifs nationaux dépendrait de la capacité de l'homme à contrôler et manipuler l'environnement de la planète. Et en 70, le Conseil de sécurité Zbigniew Brzezinski a... voyons, j'essayais de parler sans regarder ma... Non, mais j'ai pas le choix, sinon ça va durer trop longtemps. Il publie le livre Entre deux âges, puis le rôle de l'Amérique dans l'ère technotronique. Puis là, il contient les citations suivantes. Non seulement de nouvelles armes ont été développées, mais certains des concepts de base géopolitique ont été fondamentalement changés. Le contrôle spatial et météorologique a remplacé Suez ou le Gibraltar comme les éléments clés de stratégie. Les développements futurs peuvent inclure d'autres formes de guerre et même la température pourrait être altérée. Mais là, je parle pas aussi vite que CNN, là, Jeff. Et je voulais juste rajouter, Jean-Charles, mon caméraman et musicien, il m'a dit que si vous voulez avoir les informations, je peux vous les fournir à votre demande. Disons. Ça va vous donner une excuse pour mettre des commentaires. Fait que c'est en 72 qu'a lieu le premier rapport d'expérience de chauffage ionosphérique. Là, on change de technologie avec les ondes à haute fréquence. Plus tard, en Norvège, on construit un appareil de réchauffement ionique de 100 MW qui peut changer la conductivité de la ionosphère. En 1973, on compte plus de 700 ingénieurs et scientifiques aux États-Unis dont l'occupation majeure est la modification météorologique. En 1973. L'année d'après, en 1974, avec les hautes fréquences, il y a une expérience dans plusieurs villes pour chauffer la couche basse de la ionosphère. Toujours en 1974, un climatologue soviétique a eu l'idée de mettre des particules de SO2, c'est les poussières rejetées par les volcans, pour réduire l'ensoleillement et devenir l'une des deux principales branches de la géoingénierie, dont l'autre c'est la capture du CO2, dont le barium fait. L'année d'après, en 1975, un professeur de Stanford rapporte que les très basses fréquences de lignes à haute tension changent l'ionosphère et un sous-comité du Sénat recommande vivement que le travail de modification climatique soit surveillé par une agence civile associée au Congrès américain, afin que le public puisse surveiller les modifications de climat. Il n'y a aucune action qui a été entreprise. C'est pourquoi le public est dans le néant total aujourd'hui. En 1977, Cesare Marchetti, physicien et industriel italien, invente le terme géoingénierie. Là, si Leonardo il aurait été content de savoir ça, mais il n'est pas là. Il propose la séquestration du CO2 dans l'océan profond par le plancton. Ça, on va le voir plus tard, il en parle Uber Eats. En 1983, le projet Storm Fury prend fin après 22 ans d'expérimentation dans la modification des ouragans. Puis 3 physiciens américains suggèrent d'introduire de petites particules dans l'atmosphère pour envoyer dans l'espace les rayons du soleil.
C'est principalement ça le but de la géo-ingénierie, de mettre des arrêts au sol. En 1985, Bernard Eastlund demande le brevet de la méthode et l'appareillage pour changer une région de l'atmosphère de la Terre, l'ionosphère et la magnétosphère. Il y a un des 3 brevets d'Eastlund qui est assigné à Arco Power Technology. Puis en 1987, il devient l'auteur du brevet américain dans lequel il fait référence au travail de Tesla comme source de contribution historique. Des années plus tard, il admet s'être approché du Pentagone avec ses idées, mais il n'a pas eu la liberté de divulguer ses résultats. Son dispositif permettait une concentration d'1 watt par centimètre cube, ce que moi je trouve c'est beaucoup. En 1988, le panel d'experts intergouvernemental sur les changements climatiques, l'IPCC, est établi par 2 organisations et l'ONU un an après 1989. En 1989, un climatologue américain a suggéré de faire dévier la lumière du soleil de 2% via un écran spatial de 2000 km de diamètre placé dans l'orbite de la Terre au coût de 10 trillions de dollars. Ça, c'est complètement ridicule. Ça fait penser au miroir géant proposé en 1929 pour rendre plus habitable la Sibérie. En 1992, le Comité des sciences d'ingénierie et de politique publique ont proposé d'ajouter plus de poussière à celle déjà présente dans la stratosphère pour repousser les rayons du soleil. En 1993, les entrepreneurs militaires E-Systems achètent APTI, le détenteur des brevets d'Eastlund qu'on a parlé tout à l'heure, sur le travail de Nikola Tesla. La compagnie E-Systems achète aussi le contrat pour construire le plus grand appareil de chauffage ionosphérique dans le monde qui s'appelle HAARP. C'est H-A-A-R-P. Cette station de recherche est la plus connue. Ça signifie, HAARP, c'est High Frequency Active Auroral Research Program, le programme de recherche actif de l'aurore à haute fréquence. Ça vient des aurores boréales. Là, on va voir les stations de HAARP. On va prendre Kevin le signal. Fait que là, tu peux reculer, c'est juste pour que le monde voit. Là, je sais pas si vous pouvez voir sur l'écran, on voit la station HAARP. Vous voyez? Les dimensions? Les dimensions, je les connais pas, mais je pense qu'il y a 36 antennes, si je ne m'abuse. Puis là, on voit les stations à travers le monde. Il y a à peu près, bon, je sais pas vous les compter. Il y en a à l'Area 51, c'est qu'il y a des extraterrestres, supposément. Puerto Rico, Pérou, Brésil, Grande-Bretagne, en Norvège, ça c'est une des plus vieilles. En Russie, en Chine, en Inde, au Japon. Il y en a 2 en Australie. Ils sont toutes reliés, là, vous voyez. Là. Fait qu'ils peuvent marcher en collaboration. Là. Ça utilise les technologies comment on dit, d'ondes scalaires. Là. Fait que là, avec ces antennes de 3,6 MW de puissance alimentées par 5 générateurs de 2500 watts au diesel, mais plus tard, les fonds ont été gelés par le Congrès américain au profit de l'exploration pétrolière. Les opérations de HAARP continuent malgré le gel de fonds. En 1994, le projet Cloverleaf, là, qui est nord-américain, voit le jour avec une opération de géogénérie américaine et canadienne de l'armée de l'air qui révèle son plan directeur Spacecast 2020 qui inclut le contrôle climatique. Les scientifiques ont expérimenté avec le contrôle météorologique depuis les années 40, mais Spacecast 2020 a noté que l'utilisation de techniques de modification environnementale pour détruire, endommager un autre État est interdite par la Convention de l'ONU de 1977. En 1995, le Congrès alloue un budget finalement à HAARP de 10 millions sous l'effort de contre-prolifération d'armes nucléaires. Et il teste un brevet pour produire un miroir ionosphérique artificiel, AIM. Le but, c'est d'utiliser la ionosphère qui est autour de la Terre pour réfléchir l'énergie des radiofréquences sur de grandes distances. C'est comme un genre de gros fil sphérique là, autour de la Terre. De 1995 à 1997, des plaintes publiques s'accumulent à travers les États-Unis quant aux formations de nuages inhabituels. C'est d'où le but du show. Là. C'est l'augmentation soudaine de traînées de condensation persistantes observables partout à travers le monde qui apparaissent anormalement dans des conditions atmosphériques sèches. Beaucoup d'analyses laboratoires qualifiées relèvent la haute concentration d'aluminium, de barium et autres éléments qui sont corroborés avec des expériences électromagnétiques du département de défense. En 1996, les scientifiques de HAARP conduisent des tests de tomographie par pénétration de la Terre par modulation de fréquences extrêmement basses. Et la même année voit le jour le document dont j'ai parlé au début, S'approprier le climat en 2025, document de 1996. En 1998, HAARP est totalement opérationnel. C'est bizarre, ça coïncide avec l'année de la tempête du verglas au Québec. Et d'autres catastrophes suivent, comme le tsunami dans l'océan Indien qui a été déclenché par un tremblement de terre d'une magnitude de 9 en 2004. En 2005, il y a l'ouragan Katrina. En 2010, le tremblement de terre d'Haïti qui soupçonne d'être causé par HAARP.
Parce que là, en ce moment, il est fermé, le site de HAARP, mais moi, j'allais sur leur site officiel, puis il y avait des graphiques d'énergie. On voyait beaucoup d'énergie avant l'attaque, avant le tremblement de terre de Haïti, 8 heures avant, puis c'était à une fréquence de 1,5 Hz. C'est une des deux fréquences pour déclencher les tremblements de terre. Fait que moi, honnêtement, regarde, je mets mon opinion, là, c'est vraiment, je suis vraiment convaincu que c'est une attaque. Là, de 2006 à aujourd'hui, presque tous les pays dans le monde entier subissent des événements météorologiques de plus en plus fréquents et extrêmes, dont beaucoup battent des records. Le 8 août 2008, pour garantir le beau temps dans tous les pays du monde entier, non, excuse, je me suis trompé. C'est ça, pour garantir le beau temps, l'ouverture des Jeux olympiques de Pékin, ils ont lancé 1000 fusées de iodure d'argent. Ça, c'est la technologie de General Electric en 1946, là. Vieille technologie, là. Ils sont en retard, c'est sûr, là, la Chine. La tempête prévue a tombé 2 jours plus tard, donc ça a été un succès. Puis il y a 1 an après, la Chine provoque une tempête de neige pour arrêter la sécheresse. Ça peut être utilisé à bon escient aussi, là. En 2009, l'opération HAM du département d'opération d'Homeland Security modifie les ouragans à l'aide d'aérosols aériens. En 2010, le géo-ingénieur David Keith propose d'utiliser l'avion pour vaporiser le dioxyde de soufre et des nanoparticules d'aluminium dans l'atmosphère pour refléter la lumière du soleil dans l'espace, et même après la convention de l'ONU sur la biodiversité semble interdire n'importe quel effort futur à utiliser la géoingénierie sur la planète. Mais est-ce que c'est le cas? La résolution a été exprimée comme un moratoire sur la géoingénierie seulement s'il pouvait affecter la biodiversité. Les 193 signataires de la Convention ont consenti à interdire la géoingénierie si c'était le cas. Là, en 2011, il y a la catastrophe de Fukushima, qui a débuté par un tsunami aussi, qui a été causé par un tremblement de terre d'une magnitude de 9. Et certaines personnes sont convaincues de l'implication de HAARP encore. HAARP, c'est la fameuse machine à changer la température. 2012, la Chine a commencé à dépenser 100 millions de dollars pour la recherche de modification de climat. C'est un petit peu en retard comparé à l'Occident. Mais c'est beaucoup, 100 millions. Comme on peut voir, les chemtrails ont été testés sur les civils sans notre consentement. Et le gars que j'aime bien écouter sur Internet, Alex Jones, il aime bien citer un paragraphe de loi américaine. Je vais essayer de le dire aussi vite que lui. US Code Title 15, Chapter 32, Subsection 1520A, Paragraph B. C'est qui dit en gros que le département de défense des États-Unis peuvent tester sur des humains sur la base du texte de loi qui interdit de le faire sur nous sans notre consentement, sauf si c'est dans le cas, c'est un test de recherche mené par le gouvernement. Donc ça, c'est comme tout contourner la loi. Il interdit de faire des recherches, de faire des modifications, disons, de faire des tests sur nous, sauf si c'est un test de recherche mené par le gouvernement. Fait que là, c'est tout un espèce de marathon là, de discours. C'est difficile de tout débuter ça assez vite. Fait que là, on va prendre une petite pause, on va aller à la pub, puis après la pub, on va parler des brevets de géoingénierie puis les risques sur la santé. J'aimerais parler d'hypnose thérapeutique et des MP3 contenus dans ce site. Alors, je vous invite à aller visiter le site coachhypnose.com, à sélectionner le sujet qui vous concerne et à cliquer pour entendre. De jour en jour, tu t'éloignes du bavardage mental, du jugement d'autrui. Tu te recueilles. En terminant, j'aimerais vous dire qu'on possède tous les mécanismes de réparation. L'hypnose est une méthode saine et naturelle à votre portée. Alors, soyez confiants car avec l'hypnose, le meilleur est à venir. Bonne écoute. Hey, on est de retour. Là, j'étais en grosse panique. Je
je bois de l'eau, puis j'essaie de relaxer, je suis pas capable, je cours en haut pour chercher une batterie. Fait qu'on va continuer, la longue histoire de la géoingénierie, c'est terminé. On va passer au brevet. Donc, Kevin, on va regarder les brevets sur l'ordinateur. On va commencer en procédé de nuage de fumée par avion en 1927. Après, un atomiseur sur la sortie d'échappement d'un avion en 1932. Puis, module de décharge aérien en 1946. 2 pages. Générateur d'ensemencement de nuages par iodure d'argent sur aile d'avion en 1964. Puis ici, il y a un générateur de poudre à contrail. Il appelle ça des contrails, mais c'est chemtrail. En 1975. Là, on va décrire en gros le dessin. Peut-être le zoomer, peut-être, je sais pas. En tout cas. Fait que là, on voit, il y a comme un petit... Ben, regarde, je vais zoomer. Après, j'ai de la misère. Bon. Fait qu'ici, on voit l'entrée d'air, ici. Puis après, il y a un petit bassin de poudre de chimique, très nutritif. Puis là, il y a une vis sans fin qui amène ça dans le conduit. Puis là, ça tombe, puis c'est mélangé avec 2 bonbonnes d'azote. Puis là, ça ressort, puis ça fait des contrails. Puis l'autre brevet, attendez. Ok, merci Jeff, parce que ça va manquer de batterie. Là, le dernier brevet, c'est injection stratosphérique de particules d'aérosol de dioxyde de soufre sous forme d'additif au carburant d'avion. Ça, c'est la géogénérie standard qu'on a aujourd'hui. Sauf que c'est du SO2, là, c'est pas de l'aluminium, mais c'est le même principe. Puis là, tu peux rester là, je pense qu'on a d'autres photos. Les avions qui font de l'épandage sont multiples. Avions militaires classiques comme le Hercule C-130, le Boeing Stratotanker, qui contient beaucoup. Certains ont découvert que la compagnie d'aviation Evergreen Air, qui sert de transport de colis pour le service postal américain, servirait aussi pour le déversement de chemtrail. Le Supertanker peut transporter 100 000 litres. Il y a une filiale de la CIA derrière ça, car les avions peuvent être utilisés pour transporter n'importe quoi, armes, drogues, bombes, prisonniers. Là, on voit des photos d'intérieur d'avion. Je ne garantis pas toute la validité de ces sources-là. Ça montre juste comment tu peux modifier un avion, là, toutes les possibilités. Là. Ça fait peur un petit peu de voir ça. Fait qu'en 2005, là, je vais vous conter pendant ce temps-là, on va regarder des photos, une histoire d'un gars anonyme qui a vu toute la patente de géo-ingénierie dans un avion. En 2005, il y a un mécanicien anonyme qui a fait une découverte par erreur. Normalement, les mécanos ne s'occupent pas du système de déchets de toilettes par avion, mais une fois, il a reçu un appel pour en réparer un. Fait que s'est aperçu qu'il y avait plus que le réservoir que d'habitude. Il avait remarqué qu'il y avait un système qui n'était pas relié aux déchets. Le lendemain, il a regardé sur l'ordinateur le schéma de l'avion, puis il était étonné de voir que le système n'apparaissait pas sur son manuel technique. Le système, il y avait un réservoir de 50 gallons, puis 2 autres plus petits. La tuyauterie aboutissait sur le bord des ailes. C'est que le dispenseur. Son patron, il a appris ce qu'il faisait, puis il l'a piégé pour trouver une excuse pour le suspendre une semaine sans solde. Fait que le soir, chez eux, il a reçu un appel téléphonique qui disait « Tu sais maintenant ce qui arrive aux mécanos qui regardent là où ils doivent pas. » Fait que le lendemain, son boss l'appelle en disant qu'en raison de son passé impeccable, ben, sa suspension est réduite à 1 journée. Fait que le mécano, il disait qu'est-ce qu'il essaie de cacher. Fait qu'il cherche sur Internet, trouver des réponses, puis il a tombé sur un site de chemtrail. Le lendemain, il trouve une note dans son casier qui disait « Ne regarde pas des sites Internet qui ne te concernent pas. » Fait que là, il dit « Bon, maintenant, il me surveille, il est paranoïaque. » Figurait que ceux qui travaillaient dans le système de déchets sanitaires pouvaient bien remplir les réservoirs de produits chimiques pendant qu'ils vidaient les déchets. Ça fait 2 jobs en même temps. Puis c'est un camion à succion, là. Puis là, l'aéroport engageait des sous-contractants. Puis personne n'a envie d'aller s'approcher de ces camions-là de marde là, pour enquêter. Fait que c'est une bonne manière de faire passer ça comme inaperçu. Il supposait aussi qu'il y avait un système électronique pour dispenser l'aérosol à une certaine altitude. Il terminait en disant « Dieu vient tous à notre aide ». Fait que pour vérifier l'information, tout à fait par hasard, dans mes cours du soir au cégep, moi, là, Stéphane Paquette, là, j'ai parlé de ça à un élève, puis un gars qui m'a dit que son cousin, qui avait déjà travaillé dans le vidange de toilettes d'avion. Puis là, j'ai demandé au gars de poser la question à son cousin, puis la semaine d'après, au cours suivant, il m'a confirmé que la pratique existait, mais plus aujourd'hui. Là, on va regarder, toujours sur l'ordinateur, une vidéo qu'un Canadien, justement, a filmé pendant son voyage. Là, on va prendre le son aussi. Ouais, quand je dis vidéo,
spraying that chemtrail? Yep. Good thing we're above it. I know. Otherwise we'd be dead right now. On devrait être mort en ce moment. I'm gonna put this on YouTube. Fait que c'est ça. Je sais pas que ça vous fait, je sais pas que ça vous fait de voir ça, mais en tout cas. Fait que de toute façon, pour que le programme soit facilement implanté clandestinement à travers le monde, ben ils utilisent de moins en moins d'engins militaires au profit d'avions de ligne. Là. Parce que c'est plus des ajouts au kérosène. Moi, personnellement, je trouve que l'ajout, c'est complètement ridicule. Ça fuck le moteur. Rajouter des particules dans le gaz. Sauf que c'est une manière clandestine de mettre les rejets parce que c'est un additif et c'est légal. Ça veut dire que là, vous le savez, le gaz il va dans les deux ailes des avions, donc une grande quantité quand même. Mais le pourcentage avec le gaz kérosène, je ne sais pas. C'est quoi? C'est 10% ou 20%. Normalement, on met l'additif Jet A1, Jet A ou B, puis dans les avions commerciaux, puis le GP8 dans ceux qui sont militaires. Fait que là, ils ont commencé à mettre le Jet A1, qui est équivalent au GP8 militaire, dans les F-18, finalement. Ces ajouts-là, on retrouve le Stadis 450 fabriqué par Octel, puis c'est une ancienne compagnie de Dupont, qui est une des familles Illuminati, là, pour ceux qui connaissent ça. Fait qu'on va regarder sur l'ordinateur le fichier de Stadis 450. On va regarder ici, là, on va zoomer un petit peu pour le moment. C'est sûr que le monde, vous ne voyez rien, mais ceux à l'ordinateur, ils vont voir quelque chose sur la vidéo, là, sur mon site. On voit Trade Secret Polymer Containing Sulfur. Fait que tu vois le soufre. Puis c'est pas classifié, mais c'est caché. Il y a environ 10 à 30%, 5 à 10%. Puis là, attendez, on va revenir comme on était. Puis ça ici, c'est intéressant comme graphique parce qu'il montre comment on peut passer avec du SO2 là, qui vient des volcans avec les particules de vapeur d'eau. Puis là, ça crée un nuage cirrus. Fait que là, on voit tout le graphique. Là. Je n'expliquerai pas ça en détail, mais c'est toutes les composantes chimiques dans l'air, ça se traduit que ça fait un nuage cirrus. Là, ici, carbonate de barium, là, c'est écrit en petit, mais sur le fichier, ils disent que la couleur naturelle du barium, c'est blanc. T'sais. Comme l'oxyde d'aluminium, c'est blanc aussi. Donc, en mettant ça dans l'air, on ne voit pas de différence. T'sais. Parce qu'imaginez-vous que si ça serait rouge, ben, le monde il se révolterait. Là, étant donné que c'est blanc naturellement, il n'y a pas de problème. Fait que là, comment ça coûte tout ça, là? Juste par curiosité. Par exemple, le K135 Stratotanker, là, il utilise 13 000 gallons en 5 heures. T'sais, on avait un programme, moi, nous autres, là, qui parlait des coûts. Un coût de 100 000 $. Si on réfléchit bien, là, cet avion-là, je rejette du CO2 inutilement pour faire une mission d'épandage qui sert justement à combattre le réchauffement climatique. Tu vois l'espèce d'absurdité. Un gallon de carburant, ça produit 19 livres de CO2. L'US Air Force, en 2006, ils ont rejeté 49 milliards de livres de CO2. Okay. L'oxyde d'aluminium, ça coûte 120$ pour 25 livres. Bon, on s'entend parler. L'air climatisé, là. Barium, ça coûte, c'est vraiment cher, 55$ le 100 grammes. C'est quasiment comme de la drogue. Puis les tests pour savoir si tu es contaminé au barium sont chers aussi. Le strontium coûte 7$ pour une livre. Ça, c'est quand même cheap. Selon Reuters, la géoingénierie pour combattre les changements climatiques coûterait 5 milliards par année. Bon, là, on va tomber dans les effets sur la santé. Les effets sur la santé rapportés par ceux qui ont subi les chemtrails sont variés. Là. Ça ne veut pas dire que ça arrive tout à la même personne en même temps. Mais une toux persistante, symptômes semblables à la grippe, respiration haute ou réduite, infection en champignons, migraine ou algie vasculaire de la face, douleur à l'arrière du cou, des fois, c'est comme courbé, fatigue chronique, douleur articulaire ou musculaire. Là, vous avez sûrement entendu parler aux nouvelles du syndrome de la guerre du Golfe. Bon, mais ça, c'est justement relié au chemtrail qu'ils utilisent sur les champs de bataille, là, normalement. On n'est pas un champ de bataille, mais quasiment, là, on va dire. Fait que là, le SO2, le dioxyde de soufre, qu'est-ce que ça fait sur le corps? Ça, c'est similaire au volcan. Les rejets de volcan. Les effets neurologiques de changement de comportement, problèmes de circulation sanguine, suffocation, embolisme pulmonaire, problèmes gastro-intestinal, dommages au foie, aux reins, problèmes de reproduction, effets sur la vue et l'audition, problèmes de peau, atteinte du système immunitaire et hormonal. Les particules métalliques maintenant. Les trois, aluminium, barium, strontium. Selon la NASA, l'aluminium et le barium seraient parmi les produits chimiques les plus utilisés.
Ces nanoparticules passent la barrière hémato-méningée. C'est une barrière qui bloque et qui empêche, qui sépare le système sanguin du cerveau de celui sur le corps humain parce que en fait, je sais un petit peu pourquoi. C'est parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de contamination. Le cerveau est comme plus protégé que le reste du corps humain, on va dire. Fait que l'oxyde d'aluminium, l'oxyde va se loger dans la partie émotionnelle du cerveau. Le cerveau limbique que tous les mammifères possèdent, qui est responsable de la mémoire puis de l'humeur. L'oxyde d'aluminium, c'est une neurotoxine connue pour causer des pertes de mémoire à court terme, de l'Alzheimer, des convulsions, déficit d'attention pour les jeunes. En 2010, on retrouvait aux États-Unis 16 fois la dose toxique admise dans l'air. Selon le neurochirurgien Russell Blaylock, les maladies dégénératives comme l'Alzheimer, la démence, le Parkinson et Lou Gehrig augmentent de manière exponentielle et en majeure partie à cause des nanoparticules d'aluminium envoyées dans la géogénérie qui peuvent facilement pénétrer le cerveau via la circulation sanguine au travers du nerf olfactif, le nez, pour se rendre dans la partie la plus affectée par la maladie de l'Alzheimer. Henri Pézerat, un éminent toxicologue, directeur de recherche au CNRS en France, c'est bien connu, rapporte que plusieurs études menées dans 6 pays différents ont toutes conclu à une augmentation notable de l'incidence de la maladie d'Alzheimer en relation avec une concentration d'aluminium trop importante dans l'eau. Les particules d'aluminium peuvent aussi rentrer dans le corps par le système respiratoire. Ça a été démontré que ça pouvait causer l'inflammation des poumons, aggraver des conditions comme l'asthme. Dû à la petite taille, les particules d'aluminium peuvent même entrer dans les capillaires gastro-intestinaux pour se déposer dans d'autres organes dans le corps humain, incluant la moelle épinière. Ça m'a bien surpris. Ça parcourt un gros chemin. Le barium maintenant. Le corps humain contient normalement du barium, dont la plus grande partie se trouve dans les os. Seuls les sels solubles de barium sont dangereux et pénètrent l'organisme par voie pulmonaire orale. Le barium se stocke dans les os et les muscles, peut être une cause de fibromyalgie. Il est incorporé à l'os de façon similaire au calcium, mais sensiblement 2 fois plus rapidement. Cette fixation est en partie irréversible, ça veut dire que ça ne s'enlève plus. Les sels solubles provoqueraient des dépôts osseux avec ostérosclérose, principalement du maxillaire et du fémur. Le maxillaire, j'imagine, c'est ici. L'oxyde de barium, c'est un irritant de la peau du nez. Si on respire la poudre de barium, on peut avoir des irritations des bronches et quelque chose qu'on nomme barytose. Les sels insolubles de barium inhalés peuvent se déposer et s'accumuler dans les poumons à la suite d'une longue exposition. Puis une exposition à court terme, ça peut quand même provoquer des douleurs abdominales et de la poitrine. Ça l'entraîne aussi, là c'est bien scientifique, hypokaliémie extracellulaire, est même responsable des effets sur la musculature lisse et striée, notamment cardiaque. L'atteinte de la musculation respiratoire va se traduire par des troubles de rythme, dont l'arythmie cardiaque, des insuffisances respiratoires. Là, il y a un éventail de ce qui vous arrive quand vous êtes, empoisonné, overdose de barium par voie orale. C'est hypertension artérielle, troubles digestifs, vomissements, diarrhée, tremblements, anxiété, salivation excessive, ce qui n'est pas mon cas en ce moment, là, je parle beaucoup. Fait que faudrait que je prenne du barium, un petit peu, je sais pas. Un overdose peut résulter de convulsions et la mort par arrêt cardiaque et respiratoire. Les analyses de barium sont très coûteuses, comme j'ai dit tout à l'heure. Les tests au Canada y auraient révélé la présence du métal à des taux anormalement élevés dans l'eau de pluie. En 2010, les tests aux États-Unis ont montré que le barium était 5 fois la dose permise selon l'EPA. C'est l'Agence de protection de l'environnement. Le strontium, maintenant, le dernier métaux. Les jeunes enfants qui ingèrent trop de strontium, ils ont le rachitisme de strontium, qui est des os. Les os sont plus épais, puis plus courts que la normale. Ça cause des difformités puis la difficulté pour marcher. Le strontium nuit à l'absorption du calcium. C'est un compétiteur. C'est un peu comme le barium. Ça veut dire que le barium et le strontium, ils compétitionnent avec le calcium pour se fixer dans les os. Fait que c'est un plan génial, l'élite, c'est-à-dire que tu envoies des chemtrails, ça bouche le soleil, parce qu'on a besoin du soleil pour avoir la vitamine D, pour faire la synthèse du calcium. Puis là, en plus, il y a le barium qui arrive, puis le strontium, puis il nuit, il s'en va se placer à la place du calcium. De manière générale, l'augmentation des aérosols dans la suspension dans l'air pourrait contribuer à la multiplication des cas de maladies respiratoires, d'allergies, irritation oculaire, des migraines, perte de mémoire, confusion mentale. Ça fait pas mal d'affaires, là, mais ça a l'air un petit peu exagéré quand tu dis ça. Mais c'est des cas extrêmes, souvent des overdoses ou des expositions à longue haleine. Là, la NASA a dit qu'on a perdu environ 15%. Et Alex Jones, il est rendu à 30%. Peut-être qu'il exagère. Mais mettons, on va être
comment on dit, le mot, on va être conservateur, de 15 à 20% moins de rayonnement solaire dans les dernières années. Puis là, ils savent pas pourquoi, mais tu sais, on le sait pourquoi, c'est la géo-ingénierie, tu sais. Fait que, il y a peut-être les volcans aussi, là, qu'il y a eu des éruptions. Quelques chercheurs voient un problème de photosynthèse, parce que là, le rayonnement qui passe à travers chemtrail, ça doit pas faire le même genre de, je sais pas trop quoi, là, de rayonnement qui fait convertir pour le chlorophylle, là, pour la synthèse de c'est ça, là. Fait que le phénomène de photosynthèse utilise aussi le CO2. Puis l'oxygène pourrait être réduite aussi par la modification de climat. Déjà qu'on subit des pertes depuis l'âge tertiaire, ça fait longtemps, là, dans le temps de pourquoi des dinosaures. Il y avait 26% d'oxygène, là, comparé à 21% aujourd'hui. Mais si tu monterais à 30%, ce serait dangereux parce que là, il suffirait que tu allumes une allumette puis le fait pas un LED-set à partir à brûler, je sais pas. C'est juste, c'est dangereux. Ouais, c'est ça. Donnez-moi de l'oxygène. Il y a des maladies de peau reliées au programme de géo-ingénierie comme le morgellon, mais ça, je veux pas en rentrer là-dedans, c'est trop vaste. C'est un vieux terme emprunté au Moyen-Âge. C'est un genre de lésion rouge qui se guérit pas. Un gars atteint de cette maladie-là, peu connu, qui connaissait bien toutes les infos de ces chemtrails, il y avait une théorie là, qu'il m'a racontée, qui n'est pas prouvée, mais c'est vraiment pas bête. C'est qu'on est habitué d'entendre parler de la flore intestinale, tout le kit, flore vaginale, mais ça a l'air qu'il y a une flore aérienne. Ça veut dire que quand ils mettent les métaux, ça tue les prédateurs naturels des champignons. Ça veut dire que les bactéries sont tuées par les métaux. Puis là, vu qu'il n'y a plus de bactéries pour manger les champignons, mais les champignons se retrouvent en surpopulation. Puis c'est ça qu'il y a une augmentation de maladies de peau reliées à ça, ou cuir chevelu. Fait que c'est pas dur de comprendre que les chemtrails, ça nuit pas juste à la santé, mais à l'environnement aussi. Ça absorbe l'humidité, le barium, ça crée des sécheresses, des disparitions d'espèces animales. Les arbres, écoutez bien ça, les arbres, il y a un mécanisme de défense naturel pour pas contaminer leur ADN avec l'aluminium, c'est-à-dire qu'ils préfèrent mourir que d'endommager leur gène pour les futurs arbres. En n'allant plus chercher les minéraux dans le sol, parce que le sol est trop alcalin. Normalement, il est supposé être 5,6 à peu près, le pH. Fait que les fruits et légumes ne pourront pas pousser dans un sol trop alcalin, mais c'est pas grave. On va regarder sur Internet. Je me suis trompé. On va regarder un article qui montre que Monsanto a fait un gène. Comment on dit ça? Ben, pas un gène, oui, on appelle ça comme des semences. On fait des semences qui peuvent résister au chemtrail. Tu connais ça à Monsanto, Jean-Charles? Fait que c'est ça. Fait que c'est pas grave. Là, maintenant, on est rendu avec tout ça. Faut pas oublier que les particules d'aluminium, barium, strontium, ça fait des freaks. Et autres, c'est pas grave. Ça ajoute de la variété. Que si ça tombe ni dans vos poumons ou le sol, ça va se retrouver dans l'eau potable. Fait que tu sais, c'est toute de la merde, là. Ça, là, ça donne envie de s'écraser les deux pieds sur la caisse de bière, puis de respirer une bonne bouffée de chemtrail, puis de dire on vit la grosse vie sale. On est pas mal rendu là. Fait que, puis après, la chanson de Jean-Charles va à la pub, mais pas tout de suite. Là, tu peux monter le fader de GC. Là, je vais changer la batterie. C'est live. Ouais, c'est vrai, ça va être le temps de... Tu peux te rendre jusqu'à... Jean-Charles, tu peux te rendre jusqu'au site. Tu vas pouvoir marcher jusqu'à ta dernière demeure. Mais non. Et là, il y a un changement de caméraman qui va être fait par Kevin, qui est notre... Oh, attention! Attention. Je participe à la technique en ce moment. Fait que la chanson s'intitule « Grosse vie sale ». Je trouvais que ça matchait bien avec mon sujet là aujourd'hui. C'est-à-dire que ça représente la personne moyenne qui se fait empoisonner par le GMS, l'OGM, puis qu'il est bien content. Là, il regarde ses programmes à TV, tout ça. Là, je vais essayer de tenir mon micro, faire des bagues vocals. Là, on n'a même pas pratiqué nos bagues vocals. Moi non plus. Ni chez Bon, ben parfait. C'est beau, c'est parfait. On aime ça de même. Grosse vie sale. As-tu quelque chose à décrire sur Grosse vie sale? Des fois, je te demande ça. Tu vas dire que t'es pas préparé. C'est une vieille toune. J'ai un bain, j'ai plus de chien, il n'y a rien qui va bien. Un peu comme aujourd'hui, il paraît. Bien des choses qui fait plus que les paroles. OK.
Ma maison, le chien, mon char, puis mes biens, ma job, puis mon petit train-train. Rien de spécial dans ma petite vaisselle. Yeah, wine, yeah, wine, yeah, wine. Le matin, puis après le travail, un joint. Mais j'ai pas de pain, puis qu'est-ce que je vais faire demain? Oh oh, rien de spécial dans ma petite vaisselle. Yeah, wine, yeah. Wine, yeah, 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 wine. Oh, qu'est-ce que je fais? Tu ça ma vie? J'suis rien qu'une grosse larme, pas mal trop paresseux. Oh, qu'est-ce que je fais? 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 Yeah. C'est bon. Excusez-la, comme on dit dans mon québécois. Continue. On va aller tranquillement vers le début. Là, vous avez tout écrasé les fils avec vos chaises. Non, non, c'est correct, c'est beau. Je vais aller descendre le potentiomètre qui crée du bruit de fond. Et c'est ça. Non, mais vous êtes peut-être mieux là aussi. Bon. Fait qu'on va reprendre aussi que j'étais rendu. Où nous étions rendus. Oui. Ah non, c'est vrai. Je pense que c'est la pub. On va avoir une petite pause. J'aimerais parler d'hypnose thérapeutique et des MP3 contenus dans ce site. Alors, je vous invite à aller visiter le site coachhypnose.com, à sélectionner le sujet qui vous concerne et à cliquer pour entendre. De jour en jour, tu t'éloignes du bavardage mental, du jugement d'autrui. Tu te recueilles. En terminant, j'aimerais vous dire qu'on possède tous les mécanismes de réparation. L'hypnose est une méthode saine et naturelle à votre portée. Alors, soyez confiants car avec l'hypnose, le meilleur est à venir. Bonne écoute.
petit focus en avant. T'es en train de parler de lentilles, là. Ben là, on me voit bien, là. Je suis pas trop embrouillé. C'est bon, des lentilles? Ah! C'est très bon, des lentilles, Jean-Charles. Fait que, ouais. C'est bon contre les chemtrails. Après l'histoire des brevets de la modification de climat et ses effets sur la santé, regardons un peu l'étendue du phénomène de géogénérie dans le monde. Il y en a pratiquement partout aujourd'hui. J'en ai même vu dans mon voyage dans les Caraïbes. Comme tous les pays membres de l'OTAN, voyons, subissent des rejets d'aérosols étant donné que c'est des militaires. C'est normal d'avoir une similitude entre les cas rapportés de géogénérie, bien qu'aujourd'hui les avions civils contribuent au phénomène. Il y a quelques années, il y a un pays européen qui est devenu un nouveau membre de l'OTAN. Puis un an après, le programme de géogénérie commença. On va regarder la carte sur l'ordinateur. C'est la carte de l'OTAN. C'est NATO en anglais. Fait qu'on voit l'Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Australie. Puis là, on va regarder les cas de morgellon maladie de peau. Il y a un petit peu une corrélation qu'on peut faire. Puis ici, l'autre graphique en bas. On va l'agrandir un petit peu. Vous savez que les cas de chemtrail, worldwide, ben c'est ça, c'est un peu l'Australie, l'Europe, Nord-Américain, l'Afrique du Sud. À ce moment-là. Ouais, c'est vrai que ça donne mal à la gorge, hein, chemtrail. Fait que là, on va regarder, ben c'est ça. Fait que il y a même, c'est reconnu par la Center of Disease Control des États-Unis parce qu'ils même ils veulent pas en parler, ils veulent garder ça secret. Ils sont tellement inondés de cas, de problèmes reliés au chemtrail que là, ils sont obligés de le déclarer. Là. Fait que le but, c'est quoi le but de tout ça? Il y a des intérêts économiques, pétroliers, pharmaceutiques, militaires. Parce que quand on investit de l'argent dans quelque chose, il faut que ça rapporte à 1, 2, 3, 4 affaires, le secteur. Si on regarde en détail, l'intérêt économique, ben, c'est faire de l'argent avec la taxe du carbone pour les pollueurs-payeurs, ce que moi je trouve c'est une idée niaiseuse. Prédire puis miser sur la température qu'il fera au Chicago Mercantile Exchange. Ça, c'est. Ils font de. En tout cas, c'est pas de miser sur la température qu'il fait, c'est que c'est indirectement relié avec des contrats, mettons des sites qu'une compagnie, puis que là, il va y avoir une inondation, ben là, les ports vont descendre, là. Fait que c'est pour ça, là. Fait qu'en contrôlant, en trichant, en contrôlant la température, tu pourrais t'arranger pour t'avantager dans tes ports là, sur Wall Street. Fait que l'intérêt pétrolier réduit l'effet de serre afin de poursuivre la consommation de pétrole au lieu d'utiliser d'autres types d'énergie alternatives. Car l'aluminium repousse les rayons du soleil, ça fonctionne, c'est vraiment vrai. En réfléchissant, et la sel de barium absorbe le CO2 plusieurs fois son poids en humidité. Là, l'intérêt pharmaceutique, c'est ça provoque des maladies à court, moyen et long terme, abaisser le système immunitaire en agissant seul ou en collaboration avec d'autres sources de contaminants comme l'alimentation OGM, puis dans le but de faire de l'argent, évidemment, avec les médicaments, tout ça. L'intérêt militaire, ben ça, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Modifier le climat en association avec le projet HARP pour stabiliser le climat ami, transmettre vers les sous-marins nucléaires sur les océans, de meilleures transmissions pour l'espionnage, voir les bases ennemies souterraines. Puis même dans le futur, transporter de l'énergie électrique sans fil jusqu'à des bases militaires à un pays étranger avec la ionosphère qui entoure la Terre. Ou brouiller les communications ennemies, faire le contraire, dérégler le climat pour des fins économiques ou militaires, nuire à l'agriculture, en provoquant sécheresse, catastrophe, météorologie défavorable pour l'ennemi, comme au Vietnam, ils ont fait, jusqu'au contrôle du comportement humain et même détruire à distance des équipements ennemis tel un avion dans le ciel via les micro-ondes ou plasma. Puis ça, je sais pas si ça doit vous dire quelque chose. Des avions qui ont mystérieusement disparu là, dans les nouvelles. Bon, ben, il y a des cas que ça peut être complètement détruit par ces technologies-là. Fait que là, on rentre dans une autre phase. C'est la phase des whistleblowers. Ça, le whistleblower, c'est des sonneurs d'alerte, des sonneurs d'alarme. C'est des personnes qui dénoncent. Là. Dans le fond, il y en a dans tous les secteurs, gouvernement, militaire, les arts. Là, on va commencer par les arts, justement. On va voir une petite vidéo de Prince, fait qu'il va falloir monter le potentiomètre bleu. Là, c'est le 27 avril 2009, lors d'un talk show télévisé, le chanteur Prince parle de chemtrail. On écoute ça. Intéressant. He said something that really hit home about this phenomena of chemtrails. And you know, when I was a kid, I used to see these trails in the sky all the time, and so that's cool. A jet just went over, and then you started to see a whole bunch of them.
And next thing you know, everybody in your neighborhood was fighting and arguing and you didn't know why. Okay, and you really didn't know why. I mean, everybody was fighting. So he started riffing about the chemtrails. And he started to say things that hit home so hard. And I would recommend that everybody try to get what he said online or wherever and try to get a copy of it and just listen to it. Because I was so moved that I had to write the song. The other thing is the first line of the song says I was born on the same plantation in the United States of the red, white, and blue. And we live in a place now that feels just about like a plantation. We're all indentured servants, you know. When I found out there were 8 presidents before George Washington, I wanted to smack somebody. You know, I wanted to know why I was taught otherwise. Just tell me the whole story. I'll fill in the blanks, but don't tell me something that you think I'm supposed to know. We're indentured. Là, je parle en même temps, excusez. Là, on va écouter... on va rester là. C'est très rapide. On va écouter une chanson de Beck. C'est un chanteur alternatif. Puis c'est son album Modern Guilt. Ça s'intitule Chemtrail. On va juste servir de petite vidéo pour avoir le son. Je vais vous montrer en zoomé des paroles. So you and me, wait a minute. You and me watching a sky full of chemtrail. Attendez, un petit peu plus loin. You and me watching. Attends. Ça va être plus fort. Je vais compétitionner avec la toune. Non, c'est pas grave. You and me hit by a touch of white evil. Je fais de la poésie avec les chemtrails en ce moment. Fait que ça, c'est un chanteur là, qui s'appelle Beck. Il a fait une chanson qui s'intitule Chemtrail. Full of people. Fait que c'est ça. Là, on est rendu les activistes. Il y en a beaucoup, hein. Et celui que j'écoute depuis 2009, Alex Jones sur Infowar.com, pour ne mentionner que celui-ci. Et certains activistes ont créé des documentaires pour sensibiliser les gens. On va regarder à l'ordinateur les bandes-annonces. Ben, pas la bande-annonce, mais le poster du documentaire, en fait. C'est What in the world are they spraying? Qu'est-ce qui nous envoie... Ben, qu'est-ce qui nous arrose, là? Puis Why in the world are they spraying? Fait que pourquoi qu'ils font de l'épandage d'aérosols? Fait que c'est 2 documentaires. Là-dedans, on apprend que dans le premier film, que le sol devient alcalin, comme j'ai dit tout à l'heure, à cause que le pH passe de 6.8 au lieu de 5.6. On apprend aussi que l'aluminium est 4 fois plus efficace que le SO2, les particules des volcans pour camoufler le soleil. Puis 16 fois moins agglomérant, ce qui explique pourquoi il persiste longtemps dans le ciel. Il s'agglomère moins avec l'humidité, j'imagine. Le deuxième film nous apprend qu'en chauffant l'aluminium avec les fréquences, car l'aluminium c'est connu pour se réchauffer et refroidir vite, là, si tu sors d'acide d'aluminium du faux, ça réchauffe l'air ambiant puis ça envoie l'humidité en haute altitude où il fait plus froid, qui va créer un système de basse pression. C'est pourquoi le ciel bleu causé par la haute pression est plus visé par les chemtrails. À part de détruire ta journée, là, que c'est un beau ciel bleu. Il y a beaucoup de journées que c'est des ciels bleus qui sont fuckés par ça, là, si vous me permettez l'expression. Fait que les particules peuvent aller plus haut dans le ciel pour s'enrober avec plus d'humidité, de glace, puis tomber en grêle. Puis tu peux les renvoyer encore plus haut, puis une autre couche de glace pour faire les plus gros grêlons. On peut détourner le courant jet. Une fois dans les nouvelles, on avait vu que le courant jet était tellement bas, il s'en allait jusqu'à je sais pas quoi, là, dans l'équateur, c'est pas. On peut créer des catastrophes famines, faire monter le prix de la nourriture. Les fermiers vendent leur terre au profit de ceux qui font des OGM, entre autres. Là, pour les toujours dans les whistleblowers, sonneurs d'alerte, du côté militaire, il y a Ben Livingston, qu'on pourrait qualifier comme le père de la modification climatique, qui était pilote dans l'armée des années 60, puis il volait dans les ouragans. Il jetait des bombes pour tester les effets sur elle. L'ex-militaire américaine Kristen Megan, qui a servi 9 ans, expose ce programme clandestin. Là, on va regarder sur le Blu-ray maintenant, parce que tout à l'heure, je parlais par-dessus le vidéo, mais là, on m'entendra pas galer. Là. On va regarder une vidéo sur elle à sa conférence de HAWPOG le 18 janvier 2014. Puis juste en passant, HAWPOG, c'est le nom de ma machine qui enregistre mon émission en ce moment.
Puis le nom de ma pâte à dents aussi. C'est tout fait en même... Ben, pas le nom de la pâte à dents, mais c'est fait en même place. L'enregistreur de mon émission, la pâte à dents. Et la conférence qu'on va voir de Kristen Megan qui a servi 9 ans dans l'armée. Ah ben, c'est vrai, je l'ai pas. Our next speaker is someone who could tell you firsthand about geoengineering. Her name is Kristen Megan, and it's taken her a lot of guts to come here and speak what she has to say, so give her a big hand. All right, first off, I just want to, I know everyone else has said it, but I really appreciate everybody that has come out here today. It's not just showing up and supporting an event, it's actually listening to those of us who are here to share a message. So, as it was presented to you, I'm here to speak to you about geoengineering. First thing I want to ask you is, who doesn't believe it exists? Anybody here on the fence? Okay. Well, hopefully when you leave here today, you don't just believe it. You share the information that I'm going to share with you, and you get more people on board to stop this unethical crime. I did for a living and said, have you ever heard of chemtrails? Well, I hadn't. And that sparked my interest. So I went online and I looked at chemtrails. I saw a lot of, debunking, a lot of sites that were just kind of calling it a conspiracy theory. And I thought, well, geez, this is what I do for a living. Preventive health, making sure that people are not getting sick, especially in the workplace, and by things that we're doing that can affect, human health and the environment. To summarize it, in an attempt to debunk this conspiracy theory as I thought it was, I didn't debunk it. It literally changed my life. Like I said, this is hard for me because it's not easy standing here and telling my story. One day I was going through that computer system, which if you want to look it up, it's called an Air Force Form 3952. It is the approval of hazardous materials. I was finding tons and tons of large quantities of aluminum, barium, strontium in the forms of oxides and sulfates. I lose because I took an oath. And in 9 years, I was not able to honor that oath, but I am today. Bon, pour ceux qui n'écoutaient pas ou qui ne comprenaient pas l'anglais, je vais l'expliquer, justement. En gros, à travailler dans le contrôle de qualité sanitaire, qui devait être conforme à l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis. À chaque fois que quelqu'un achetait un produit chimique, ça passait dans un travail d'un protocole sévère qui consistait à évaluer la dangerosité de prendre des mesures pour les contrer. Ne connaissant pas les chemtrails, elle a découvert que ce n'était pas des fabulations. À son travail, en regardant des formulaires d'approbation de produits dangereux, elle a vu l'approbation de quantités astronomiques des 3 métaux que j'ai parlé tout à l'heure, les effets sur la santé, aluminium, barium, strontium, qui ont été fournis par des fournisseurs dont le nom n'était pas dans aucune liste ou dont le nom était vague. L'origine. Ah, mais je l'ai dit 2 fois tout à l'heure, elle a travaillé 9 ans dans l'armée. Elle a été mise, elle s'est mise à la porte elle-même, là, en fait. Elle a eu le courage de quitter son emploi, justement, je l'ai dit. Elle a connu des employés qui chargeaient les produits dans les avions. Fait que, puis je peux juste rajouter qu'elle a dit que c'est la première fois qu'elle honore son serment d'allégeance à la Constitution américaine en quittant l'armée. Parce que le 9 ans qu'elle a fait, elle n'a pas obéi, elle n'a pas servi l'Amérique, disons. Fait que là, on va regarder sur l'ordinateur. Elle dit de faire très attention à 2 sites web en particulier financés pour la désinformation qui discréditent volontairement le phénomène en utilisant la COINTELPRO. C'est une technique d'infiltration d'ennemis pour désinformer de l'intérieur en se faisant passer pour quelqu'un, tu sais, un gars qui fait un commentaire, quelque chose. Elle agite que les sites, c'est contrailscience.com puis metabunk.org. Il explique que les contrails qu'on a, les chemtrails, c'est des contrails. Là, j'ai expliqué tout à l'heure que c'est pas la même affaire. Là. Fait que là, elle dit que les sites appartiennent tous à la même personne. Ça s'appelle Mick West. Fait que là, on va revenir au signal live. Là, on est dans un whistleblower, mais du côté police fédérale. Donc, l'ancien chef du FBI, Ted Gunderson, a dit que le rejet de chemtrail doit être stoppé à tout prix. Les oiseaux, poissons meurent, c'est un génocide. Dans l'État du Nebraska, il a vu des avions fantômes d'épandage non immatriculés. Ben là, les autres sont immatriculés, là, les avions civils qui ont du ajout dans le kérosène. Là. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas identifiés. Au gouvernement, maintenant, les whistleblowers, il y a Al Gore. C'est bizarre parce que Al Gore, lui, il est supposé être pour ça, là, les chemtrails.
parce que ça réduit les réchauffements climatiques. Fait qu'on va prendre le son, potentiellement être bleu, et on va écouter une petite vidéo sur l'ordinateur. First of all, let me ask you this question, because there's a rumor, I don't know if this is true or not, that some scientists are trying to figure out a way to block the sun to try to slow down global warming. Yeah, it's a measure of the feeling of desperation that some of them feel. Are they really thinking they could do that? Well, some of them are seriously proposing, and I think it's completely nuts. Yeah. You put another kind of pollution, sulfur dioxide, up to orbit, cover the atmosphere. The sky won't be really blue in the way it is now anymore, but it would block out some of the sun's heat so that we wouldn't have to take the difficult steps to stop spewing all this global warming pollution into the atmosphere. And of course, there are a lot of problems with what they're proposing. It turns out plants need sunlight. Yes. It wouldn't stop the acidification of the oceans, and it really should be yet another wake-up call for why we need to stop. Bon, on va renlever le... Ouais, c'est beau. Non, c'est ça. Ben, Al Gore, ben, il est dans l'élite. Fait qu'il ça devrait être dans son intérêt de promouvoir la géo-ingénierie parce que ça fonctionne. Moi, je suis contre ça, mais je sais que ça marche. Là. C'est juste que c'est pas bon pour la santé. Mais là, lui, il dit que c'est comme ajouter une autre forme de pollution à celle du CO2. Mais tu sais, le CO2, c'est pas de la pollution. Il a dit tout à l'heure que les plantes avaient besoin du soleil, mais ils n'ont pas juste besoin du soleil, ils ont besoin du CO2. Fait qu'il y a un échange gazeux entre l'humain, là. Fait que, il y a eu aussi l'ancien secrétaire de défense William Cohen témoigne en 2013 que les armes du climat existent depuis 15 ans. Puis ça, c'est un gars de défense. Là, on va voir l'article sur le PDF. Toujours à l'ordinateur. Bon, ça, c'est très important, ça. C'est que il y a l'ancien ministre de la Colombie-Britannique admet que le programme de géo-ingénierie est en cours à travers le monde en ce moment. Puis dans l'article, on mentionne qu'il sait que c'est au-delà du contrôle du gouvernement par la défense via des contracteurs privés pour passer outre le Congrès. Là, au niveau des sonneurs d'alerte dans le secteur des sciences, là, les scientifiques, il y a Hubert Reeves. Non, excusez, avant, il y a David Suzuki qui dit que geoengineering is insane. Mais quand les gens ordinaires l'ont questionné sur YouTube, on dirait qu'il a refusé de confirmer son opinion. On dirait qu'il était menacé, je sais pas. Puis il y a quelqu'un qui se classerait dans toutes les catégories que j'ai mentionnées, militaire, scientifique, activiste. C'est Clifford Carnicom. C'est un homme qui possède un passé scientifique. La géodésie, les mathématiques, l'informatique, les sciences physiques, le ministère de la Défense, service des forêts, le bureau de la gestion du territoire. Donc, il connaît beaucoup la nature. Son site, c'est carnicominstitute.org. Puis selon moi, c'est sinon le premier site qui a été consacré au chemtrail. C'est en Californie, ça, là, je pense. Ouais, je suis pas sûr que c'est en Californie. Puis là, il y a quelqu'un plus près de nous, Hubert Reeves, qui parle de géoingénierie, mais il n'est pas vraiment au courant du programme. Fait qu'on va regarder une vidéo, on va augmenter le volume. Excusez si je le dis à chaque fois, c'est parce que ça fait du bruit de fond. Là, attends, je vais le recommencer. Ah, il est-tu allumé, là, Jean? OK. Là, on va recommencer. On va reculer. Oh, il y a un avion, On se fait asperger, Non, mais là... T'en avais vu un? Ouais, mais j'ai rasé de penser à ça tout à l'heure, mais là, il est complètement couvert, là. Mais je voudrais parler des projets de géo-ingénierie. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler des chemtrails. Et ce que vous en pensez aussi. Chemtrail, c'est ce qui s'est passé le 11 septembre. Ce sont les traces laissées par les avions, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est qu'on a remarqué que, vous vous souvenez tous du 11 septembre, et ce jour-là, tous les vols ont été arrêtés partout sur la planète parce qu'on avait peur. Et ça a eu un effet visible. On s'est aperçu que les variations de température du matin au soir étaient plus faibles qu'auparavant. C'est-à-dire que les traces laissées par les avions jouent un rôle à l'échelle planétaire. Il y en a suffisamment aujourd'hui pour jouer un rôle à l'échelle planétaire. C'est un exemple de plus de l'importance de notre activité sur la planète. Mais je ne sais pas si c'est ça que vous vouliez mentionner.
La controverse va jusqu'à prévoir, à faire l'hypothèse que des épandages d'aérosols, notamment contenant du barium et de l'aluminium, seraient répandus dans toute l'atmosphère. Alors le problème, c'est que quand on se lance dans des opérations comme celle-là, il faut être certain que les avantages qu'on aura ne seront pas moindres que les désavantages que l'on va créer. Désolé. Juste, il y a certaines personnes qui pensent que ces épandages ont lieu actuellement. Et Ah, ça, je ne suis pas au courant. Non. Quelqu'un est au courant des épandages de ces 3 métaux lourds, barium, aluminium et strontium. Qui auraient pour effet d'augmenter de refroidir la Terre. Comme le soufre, oui. Mais avec un effet 4 fois plus fort. Ah oui. En évidence que l'aluminium et le barium se trouvent en très grande quantité dans les espaces naturels de façon anormale. Ah. Écoutez, je vais essayer de m'enquérir, je ne suis pas au courant. Voilà, Ouais, lui, il était fort, j'ai pas pu couper. C'est ça, Hubert Reeves, le nom, je trouve qu'il est bien candide. Moi, ce que j'aime, c'est un scientifique. Ouais. C'est un scientifique, puis il sait beaucoup de choses, mais quand il sait pas quelque chose, je sais pas comment dire, il est pas arrogant, il cherche à s'informer. Ouais, il parle bien. Ouais. Puis là, plus près de nous, encore un Québécois. C'est pas un Québécois, en fait, lui. Il y a Normand Lester, c'est un vrai journaliste intègre, selon moi. Il a publié un polar en 2006, un roman policier du nom de Verglas, qui fait référence à notre crise du verglas, qui parle de HAARP. Puis ce que le monde sait moins, c'est qu'avant d'être un livre, avant d'être une œuvre de fiction, c'était un genre de documentaire. Parce que c'est comme si on a forcé Normand Lester à le publier sous forme de fiction. Mais là, je peux pas le prouver parce que je ne retrouve plus la source. Là. Fait qu'à la suite de la publication de son livre noir du Canada anglais, il a été mis à la porte de Radio-Canada, non pas à cause qu'il parlait de géoingénierie. C'était en 2009, c'est bien avant la publication du roman. Fait que là, on regarde toujours sur l'ordinateur. C'est un article de Radio-Canada. Ça dit quoi, coréen? Il y a beaucoup de vérités, de fondements scientifiques dans le roman. Les fondements scientifiques du roman sont vrais, c'est ça. Depuis une trentaine d'années, les Américains font des études pour utiliser la métaux comme arme de guerre. Il y a bien de l'action, ça se voit. Là, on va aller dans les défenseurs du système. Non, là, on a parlé des sonneurs d'alerte. Là, on va parler de ceux qui sont pour la géoingénierie. On va commencer par J.P. Holdren, que c'est le tsar d'Obama en sciences. C'est lui qui a écrit le livre Eco-Science, qui propose de stériliser les gens en ajoutant des produits dans l'eau potable. Puis en passant, on voit son livre non, c'est vrai. Il parle de ça dans son livre. Puis on le voit dans la vidéo. Regardez dans le coin en haut à gauche, on voit son livre Eco-Science. Puis je me rappelle, le caméraman, on dirait qu'il fait exprès pour qu'on le voie. Parce que ce monde-là, ils sont comme pas psychopathes. Ils aiment ça qu'ils passent des messages subliminaux. Tu sais, genre, je suis un criminel, regarde mon livre que je dis stériliser le monde, il est là. Regardez bien ça. Là, j'aurais besoin de My personal opinion is that we have to keep geoengineering on the table. We have to look at it very carefully because we might get desperate enough to want to use it. The danger, of course, with geoengineering is the one I was referring to a moment ago. We don't understand the system well enough to predict its responses in detail. And that means there's always a danger, if you try to engineer the system on a large scale, that you will do something that has side effects that are worse than the dimension of the problem you're trying to cure with the geoengineering in the first place. There are a variety of schemes that have been discussed for geoengineering. A classic example is injecting reflecting particles into Earth orbit that would deflect some of the sunlight that would otherwise be warming the Earth, and in that way try to produce a cooling effect to offset the heating effect of carbon dioxide and other greenhouse gases. Bon, je sais pas quand... Vous comprenez l'anglais? Ça peut détecter le soleil. Non, mais comprenez-vous l'anglais? Plus ou moins, OK. Ah, c'est pour ça, c'est un peu plus plate pour ça. Ben là... Ouais, c'est ça, là, ben... C'est ça, ça refroidit, ça dévie les rayons, c'est comme des petits miroirs, là, l'aluminium, ça réfléchit, entre autres, les rayons du soleil.
Mais ça sert aussi à chauffer puis à se déchauffer rapidement. Là, on va voir un document toujours sur l'ordinateur. C'est David Keith maintenant. Parce que 2 scientifiques les plus connus au monde pour promouvoir la géoingénierie, c'est Ken Caldeira du Carnegie Institution for Science en Californie. Puis c'est Palo Alto, je pense que c'est la même place qu'il y avait eu l'affaire de, je sais pas quoi, là, de Facebook, là, le film. Le gars qui a inventé Facebook. Puis il y a David Keith de l'Université de Calgary au Canada. Là, Bill Gates a financé ces scientifiques en passant. Là, dans le document, jamais dans son document, David Keith ne mentionne le mot « health », qui veut dire « santé » en français. Fait que je n'ai pas besoin d'ajouter rien en dessous. Ah non, c'est vrai, j'ai cherché le document. Là, on va regarder justement le David Keith. Là, on a vu son document. Maintenant, on va regarder, juste avant de regarder, juste dire quelque chose. Je crois qu'une de ses conférences a été diffusée à la télévision sur le canal Savoir. Je l'avais déjà vu avant sur Internet. Puis j'étais sidéré de voir ça à la télé. On entend parler clairement de géoingénierie, décrivant en détail les méthodes de réau-sol à l'aluminium, mais jamais il mentionne que le programme a commencé depuis des années. On va regarder ça. Je vais te laisser le temps. Je vais l'agrandir. Volume bleu, potentiel. Aerosol geoengineering looks like it is so cheap that the cost is basically not going to be an issue. That means that implementation decisions will be risk-to-risk decisions. The risk of doing it against the risk of not doing it. And it makes the problem of how we govern it fundamentally harder and different. If these crazy scientists are so concerned about putting CO2 in the atmosphere, they want to think about these things, and that might actually mean we should be more serious about the risks of CO2 in the atmosphere. And by the way, it's not really a moral hazard, it's more like free riding on our grandkids. And by the way, it's not really a moral hazard, it's more like free riding on our grandkids. Numerous air quality studies, including from CARB, California Air Quality Resource Board, have named submicron-sized particulates as being particularly harmful for human respiration. Through all the discussions today, I have not heard any mention of this fallout, and has this been studied, and also the effects of a highly reactive metal like aluminum on toxifying soils and waters? The question is, what would be the effects of these materials on human health if they came down into the stratosphere, in particular small particles and aluminum? Epidemiological research on human health impacts, and it's not even close to being an issue. So 10 megatons of aluminum dumped into the atmosphere would have no human health impact. So let me be more careful here. We're to separate out the toxicological. So the alumina, we've only begun to research and published nothing. Alumina, we've only begun to research and published nothing. Ils n'ont rien publié sur les effets nuisibles de l'aluminium. We haven't done anything serious on alumina, and so there could be something terrible that we'll find tomorrow. We haven't looked at it. And that, for me, that was the whole main point of what is going to be coming out to the public. It's the damaging effects of aluminum that are being found around the world in massive amounts. Here's David Keith confronted on this very issue, and he looked, at that point like they just let the cat out of the bag. Mm-hmm. We haven't done anything serious on alumina, and so there could be something terrible that we'll find tomorrow. We haven't looked at it. Je sais pas pourquoi il dit alumina, là. Faut pas se quoi ce mot-là. C'est un autre mot alternatif à l'aluminium. Fait que ça, David Keith, c'est un Canadien. Faut être fier de ça. Fait que là, j'étais rendu où? Bon, là, la tactique, c'est la suivante. En parler, en disant que c'est la solution au changement climatique. Après, ça va justifier aux yeux des gens le fait que ça fait des années qu'ils ont déjà commencé pour notre bien. Le programme sans notre consentement, puis ça va désensibiliser de la cause du danger. En 2013, moi, j'ai fait ici une émission sur les changements climatiques. J'ai utilisé la science pour prouver que la contribution de l'homme aux émissions de gaz à effet de serre combinées est négligible lorsque comparée à celle rejetée par la nature, la biomasse, les océans, la végétation. Puis qu'on a commencé une période de refroidissement en 1998. Là, laissez-moi vous dire l'ordre d'importance des changements de climat. En premier, c'est le soleil qui est le plus important au niveau cosmique. Ça a l'air que l'ONU avait voté pour dire que le soleil n'avait rien à voir avec le changement climatique. Fait que 2, les volcans qui rejettent le SO2, le courant chaud de l'océan comme El Niño qui est cyclique à tous les 5 ans, je sais pas. C'est ensuite, en 4e position, viennent les gaz à effet de serre, puis la vapeur d'eau est au premier rang devant le CO2, puis ça, on n'en parle jamais. J'ai jamais entendu nulle part à la télévision. Puis la portion de CO2 de l'humain, c'est 4%, le reste étant la biosphère, la biomasse. Fait que les changements climatiques, là, c'est seulement la couverture sous laquelle se cache la géoingénierie. C'est l'excuse des empoisonneurs, des meurtriers, mais empoisonnés.
Fait que c'est un plan sophistiqué, c'est des années de marketing pour forcer les médias traditionnels de promouvoir le concept de changement climatique pour réunir tous les environnementalistes à une seule cause, les ramasser dans la même cause en rejetant tous les autres problèmes au rencard pour faire de l'argent avec la taxe carbone, justifier le plan global de géo-ingénierie planétaire, puis là, tout ça pour accepter de recevoir les produits toxiques sur notre tête parce qu'on est coupable de rejeter du CO2 quand on expire. Parce que le concept a été manufacturé dans les années 70, le Club de Rome, pour un gouvernement mondial, parce qu'il voulait trouver une taxe universelle, parce qu'il concerne tous les humains sur Terre, parce que tout le monde rejette du CO2, donc c'est éligible, tout le monde est éligible. C'est un peu comme l'eau, si tu taxerais l'eau. L'eau, c'est un bien essentiel. Puis il y a Maury Strong, un autre Canadien, qui est un joueur clé de haut niveau là-dedans. Il est d'au-dessus, une coche par-dessus Al Gore, mais il est en bas de Edmond de Rothschild. Fait que là, justement, dans les médias, l'acquisition de Rothschild de 70% de Weather Central, c'est un gros média du climat sur toutes les plateformes mobiles, web, TV. Puis pour montrer le conflit d'intérêts, il y a un contracteur de la défense qui s'occupe des modèles de prévision météo de la NOAA, qui est la National Oceanic Atmospheric Administration aux États-Unis. Puis Lockheed Martin, qui fait partie du complexe militaro-industriel, ils font les prévisions de la FAA, qui est l'agence d'aviation aux États-Unis. Fait que, tu sais, c'est des compagnies qui donnent les résultats, tu sais. Fait que là, ça va faire que les gens vont être conditionnés à accepter la température qu'il fait parce que la modification climatique va être intégrée au modèle de changement climat. Là, en ce moment, c'est pas le cas pour Météo Média. C'est pour ça qu'ils se plantent tout le temps. Parce qu'on dit que c'est jamais la bonne température qu'ils annoncent. Ou, ben, c'est pas tout le temps, là, mais c'est parce qu'ils n'intègrent pas dans leur modèle la modification climatique. Il faudrait que ce soit l'armée qui fasse la prévision de la météo. Là, tu auras toujours l'heure juste, là. Fait que là, j'ai même trouvé un livre de sciences pour école qui parle de chemtrail, puis ça va résumer un peu ce qu'on a dit aujourd'hui. On regarde ça sur l'ordinateur. Vous voyez, Science 1, Essential Interaction. Là, on va zoomer. On va voir un petit avion, là. Vous voyez ici, jet engine running on rich fuel would add particles in the atmosphere to create a sunscreen. Ça veut dire que les avions qui roulent sur le kérosène enrichi vont rejeter des particules dans l'atmosphère pour créer un écran solaire. Là, on va juste revenir à une petite image c'est juste une petite image comique pour dire que le rôle des professeurs, c'est à chaque fois que tu dis les mots chemtrail ou geoengineering, on change ça, le professeur change ça pour chemtrail. C'est des traînées de condensation, normal. Il n'y a pas de problème, retournez vous coucher, ça va bien. Fait que là, on était rendu à Unité 9. Il y a aussi des chemtrails dans les pubs télé, que ça soit voulu ou non voulu, parce que là, on s'entend-tu que s'il y en a tous les 3 jours, ça ne fêtera pas avec ta journée de tournage. Puis souvent, c'est des horaires chargés, puis sont pressés, fait qu'ils n'ont pas le temps d'attendre qu'une journée qu'il fasse soleil, c'est beau ciel bleu. Fait que c'est sûr qu'il va retrouver des chemtrails dans les pubs, mais des fois, ils le mettent carrément en évidence, là, que là, tu le vois que c'est ça. Ils veulent comme te désensibiliser, pour dire que ça, c'est ton décor normal, là, dehors. Mais c'est ça. Puis aussi, mais là, dans l'unité 9, c'est un cas spécial. Je vais vous montrer ça. Il n'y a pas de son là, dans cette vidéo-là. C'est juste pour montrer dans le générique. Tout le monde connaît ça, unité 9. Là. Regardez, il y a un petit frame qu'il y a de la géo-ingénierie. Là. On va l'arrêter, vous voyez ici. Ouais, Micheline Lanctot. Fait que le but dans unité 9, moi j'ai une théorie là-dessus. Là. C'est comme un peu voulu parce que le téléroman parle de vie carcérale. Fait que, en étant libre, nous autres, on est dans notre vie, le fait de recevoir des épandages sur notre tête sans qu'on puisse rien y faire, qu'on est impuissant, c'est pratiquement l'équivalent d'être en prison. Ça paraît très mal de mettre le monde dans des camps fermés de concentration. Fait qu'ils ont décidé de le construire autour de nous. Fait que la Terre, c'est comme un camp de mort à ciel ouvert. C'est pourquoi quelqu'un y avait nommé son site web Prison Planet. Je trouvais que c'était un bon nom. Fait que là, on va tomber dans le personnel, là. Mon histoire personnelle. Je sais pas, ça rend de bonne humeur, je suis content, parce que ça allait pas bien. Fait que là, Jean-Charles, ça le rend tout de bonne humeur. Fait que mon histoire personnelle, en plus de moi, il y a d'autres personnes de mon entourage, c'est des connaissances, là, c'est pas des amis. Il y a Stéphane Lefebvre, là, Patrice Bélanger, ils vont me tuer si je leur dis leur nom, je sais pas. Il y a Kevin Walsh, que lui plus particulièrement, parce qu'il y avait un site web sur le sujet, mais là, il a fermé son site. Je sais pas pourquoi. Puis il faisait même la sensibilisation en public devant moi. On allait au restaurant, puis il abordait le monde facilement. Là. Il parlait de ça, de la géo-ingénierie.
Moi, j'ai une anecdote avec HAARP. Avant que je sache que c'était quoi, là, l'espèce d'arme du climat, c'est qu'à 4 heures du matin, il y a des années, je ne me rappelle pas c'était quand, là, il y avait une vibration électromagnétique où ça ressemblait à une onde sonore à basse fréquence, puis ça durait environ 1 heure de bombardement. Puis j'étais en haut, 2e étage, puis ça a fait ça toujours à la même heure, 4 heures du matin, pendant 2-3 jours d'affilée. Puis là, au bout des 3 jours, il a neigé. C'était pas la normale de saison. Fait que, justement, mon père est témoin, il s'en rappelle plus, mais il a dit, il y a un ovni qui a atterri. Puis justement, il a entendu vraiment le son, là. Puis c'était un son totalement inconnu, parce que moi, je suis un expert, j'ai étudié à l'université en électroacoustique, fait que, tu sais, pour les provenances sonores, puis quelle sorte de son, j'ai jamais entendu ça de ma vie, puis ça n'a jamais recommencé depuis ce temps-là. Fait qu'à ce moment-là, ben, j'étais pas au courant de HAARP. Fait que là, on va voir des photos de la neige à Saint-Sauveur sur l'ordinateur. Vous allez comprendre pourquoi que je parle de ça. Là, on voit des beaux bancs de neige parce qu'il n'y a pas de place pour mettre la neige. Vous voyez ça? Ça, c'est le patio où c'est qu'on est pas loin. Regarde le gazebo complètement enseveli. Je serais plein de neige en ce moment. Le garage. Pourquoi je montre ça, vous allez me dire? C'est parce que tu sais, le monde se plaignait qu'il neigeait jamais. C'était pas festif là, à Noël. Il manque de neige. Ben là, on y a goûté pas mal en 2007-2008. Puis l'autre hiver, 2008-2009. Fait que c'est probablement dû en partie de la géo-ingénierie. Imaginez un banc de neige de 10 pieds d'eau, ça laisse des particules en fondant. Tu sais, l'eau, elle s'en va dans la terre, elle pénètre, la particule, elle reste en dépôt. Puis je me rappelle, j'avais ton gazon, puis ça avait tout fait remonter en poussière. Oui, j'avais jusque-là, là. Je voyais un peu comme... Exactement. Fait que Jeff voulait montrer jusque la neige montait où. Fait que, en passant la tondeuse cette année-là, ça a fait comme tout remuer cette espèce de poussière d'aluminium puis de barium, tout ça, puis ça m'a pogné à la gorge, puis j'avais un goût métallique dans la gorge. Puis là, j'ai même ramassé dans le fond, pas loin du garage en arrière, des particules grises, puis j'aurais dû les garder parce que j'aurais dû les faire analyser, j'aurais trouvé sûrement les métaux qu'on a parlé aujourd'hui. Fait que moi, j'ai subi les conséquences sur ma santé, surtout en 2009. Pendant 2 semaines, je te mens pas, là, j'ai eu des symptômes de sécheresse sévère de la gorge avec même goût métallique. Je devais me lever 10 fois la nuit pour aller boire beaucoup d'eau pendant 2 semaines de temps. Puis ça n'est jamais arrivé auparavant. Puis c'est pas juste boire un petit verre, c'est comme pas mal, tu sais. Puis là, le sel de barium contenu dans un chemtrail, il a la propriété d'absorber 5 fois son poids en eau. Fait que ça pourrait expliquer la rétention d'eau, là. C'est comme si l'eau est dans le barium, mais t'es comme... Le barium ne te donne pas l'eau, je sais pas. Fait que j'ai jamais eu ce problème-là de ma vie. En 2010, j'ai commencé de faire un journal de chemtrail. C'est du 15 mars au 17 mai 2010, puis du 2 juillet au 12 août de la même année, soit presque 3 mois. On va regarder ça, Kevin, sur l'ordinateur. Fait que juste en gros, il y a des colonnes, la date, les degrés, puis le ciel. Quand je dis que le ciel était bleu, ça ne voulait pas dire qu'il était bleu. Ça veut dire qu'il aurait dû être bleu. Puis que là, je marque dans l'autre colonne après le nombre de pourcentage de chemtrail. Par exemple, 100%. Là, j'ai commencé mon journal avec un gros affaire, là, 100% de chemtrail. Puis là, il y en a à 85. J'ai évalué ça en regardant le ciel, là, pour voir comment il y avait de portions. Puis l'autre page, tout ça. Là, j'ai remarqué aussi à Pâques, là, je pense qu'on le voit à Pâques. C'est parce que c'est une fête, tout le monde est dehors, sont en congé. J'ai remarqué qu'à Pâques, c'est l'enfer. C'est ça. Fait que... On va voir... ouais, même, on va voir des photos de chemtrail pris par moi-même. Votre humble serviteur. Ah, ça t'a compris vite, là. Eric est aussi, Kernan, il était vite sur le piton. Fait que ça, c'est chez nous, ça. On voit une traînée. C'est moins épais que ce que j'ai montré au début, là. L'émission, c'est comme les cas extrêmes, là. Ça, il y en a un petit peu. Là, on tombe dans le pas pire, là. Ça ressemble au Cyrus. Ça pourrait être douteux, là. Mais celle-là, c'est vraiment... La prochaine qui arrive, c'est vraiment garanti que ça en est ça, là. Regardez ça. Puis surtout celle-là. Là, on va voir le reflet à contre-jour du toit. On voit la lumière du soleil. Puis regardez, c'est comme de la chaux. Tu vois, il y a le petit nuage ici, là. Ça, c'est de la petite ouate, là. Un petit coton d'ouate. Ça, c'est de la vapeur d'eau. Puis ça, ici, c'est comme un genre de chaux, de la craie, je sais pas. Ça va pas à la même vitesse avec le vent. Ça fait... Quand la lune ou le soleil est là, on voit des réfractions comme de prisme. On voit les couleurs de l'arc-en-ciel, tu sais. Il y en a qui me disent « Ah, c'est normal », mais tu sais, en tout cas. Fait que c'est ça. Là, on va voir les photos de Saint-Martin. On reste là, dans les Caraïbes, les Antilles.
J'ai été surpris de voir ça même là, parce qu'on est supposé avoir la paix, là. Mais non, on se fait attaquer même là. Fait que là, regardez, là, je veux pas faire un gros cours, on voit peut-être mal, mais il y a comme un strie, il y a des stries bleues puis blanches. Ça, c'est les demi-longueurs d'onde. Par exemple, quand tu lances une roche dans un lac, ça fait comme des waves, des vagues, les creux puis les dessus. Fait que ça, c'est comme une corde de guitare, où que la corde est attachée, puis où la corde, elle vibre. Quand elle vibre, ça fait bouger l'air, donc c'est ça qui fait créer le ciel bleu, donc il n'y a pas le nuage. Puis les places aussi qu'on appelle le nœud de pression, c'est là où c'est que la corde sera attachée. Ça veut dire que l'onde électromagnétique dans le ciel, il n'y a pas de mouvement là, oscillatoire, donc c'est pour ça que le nuage reste pogné là. Fait que ça fait du hachurage. Puis si tu es capable de... je sais que ça va à la vitesse de la lumière. Si je calculerais en mètres la largeur de ça, je pourrais te dire la fréquence avec une calculatrice là, facilement. Fait que ça témoigne, disons, la vapeur d'eau témoigne pas des ondes télévisuelles puis de radio. Puis micro-ondes, c'est juste les chemtrails qui le font. Il y a juste le métal qui le fait. Fait que ça, c'est une preuve. Là. Mais il faut croire à tous les concepts que j'ai dit là, de physique électromagnétique. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, ben, ils peuvent en douter. Ici, le physicien des nuages que j'ai contacté, qui s'appelle Chris Isaac. Non, pas Chris Isaac, George Isaac. C'est un chanteur, là. Je l'ai appelé au téléphone, il s'occupe du dégivrage d'ailes, physicien des nuages senior. Puis lui, il me disait qu'il savait c'était quoi les chemtrails, mais il m'a dit que c'est pas dangereux. T'sais. Fait que moi, je l'ai envoyé un email, je l'ai traité de menteur, puis tout ça. Là. Moi, j'ai pas peur de dire ce que je pense au monde. Donc là, on est rendu à quoi? Bon, pour montrer comment que la cause des chemtrails me tient à cœur, j'ai contacté à 2 reprises mon député fédéral de mon comté. La première fois, c'était en 2010, en août. J'ai rencontré en personne dans les bureaux de Sainte-Agathe la députée Joanne Deschamps du Bloc québécois et son attaché politique Jean-Pierre Etu. J'ai été étonné d'avoir une bonne écoute. Souvent, le monde, il y a une bonne écoute. Là, il rit jamais de moi. J'ai la manière d'en parler qui est correcte. Puis aussi, ben, son attaché politique, c'était lui qui est le plus intéressé. L'autre, elle faisait juste écouter. C'est comme une façade. Tu sais, souvent, le député, c'est pas lui qui... C'est l'autre l'attaché. Fait que là... j'ai fait part de ma démarche, j'ai envoyé par email toutes les informations. J'ai aussi parlé de la dette nationale. Là, j'ai pas eu le temps d'en parler parce que là, on est déjà rendu cette heure-là. Fait que, comme je pensais utiliser la loi pour interdire les chemtrails, il m'a ramené sur Terre. Parce que lui, il a travaillé à Greenpeace, là. Ça, puis il dit qu'il y a toutes sortes de manières de contourner la loi. Fait que là, on va voir sur l'ordinateur la loi canadienne qui date de 99, qui est en vigueur. La loi canadienne de la protection de l'environnement. En cas de rejet dans l'environnement d'une substance décrite dans l'annexe 1.1, en violation, on voit ça dans l'annexe 1, la liste de substances toxiques. Là, on n'a pas trouvé comme aluminium, barium, puis tout ça. Strontium, c'est juste sous le chapeau de la particule inhalable de 10 microns ou moins, qui est au point 51. C'est juste sous ce chef-là que je pourrais utiliser la loi canadienne. Puis là, ce qui est dommage, c'est que là, il y a eu de la censure. Il y a quelques années, j'avais trouvé l'amendement de cette loi-là. Il y avait une liste de produits à ajouter dans la loi canadienne de l'environnement. Puis il y avait l'oxyde d'aluminium, il y avait le carbonate de barium, exactement les métaux que j'ai parlé. Fait que c'est ça. Fait que c'est de même que ça marche. S'ils veulent t'empoisonner, ils enlèvent la loi de l'environnement dans la liste. Fait que là, il y avait une liste de... en 97, l'aéroport de Mirabel met fin à ses vols avec passagers au profit de transport de cargo. Elle a été utilisée par l'armée canadienne. On retrouve L3 Communications qui a fait la maintenance des Hercule C-130. Ma théorie est que le fait qu'il n'y ait plus de passagers, que les militaires soient présents, ça laisse place à une opération clandestine possible d'épandage de chemtrails dans la région. Donc, ça me touche ici. Là, en ce moment, il s'est passé de quoi avec Mirabel? Là, je ne sais pas, ils ont encore enlevé quelque chose. C'est quoi qu'ils ont fait à Mirabel là, récemment? Là? Ils le détruisent, là? OK. C'est beau, il n'y a plus de chemtrail, on a réglé le problème. Kevin me dit. Fait que là, là, tu vois, gars, c'est pour ça qu'il faut parler vite, Jeff. Hey, Jeff, allô? Attentif, là? J'ai dit, c'est pour ça qu'il faut parler vite. Parce que regarde, je suis plus loin que mon timing, là. Sur la feuille, Kevin, c'est quoi le temps que c'est supposé être fini, là? Là, tu serais supposé être 19h43. Ah, que je finis? J'ai encore du temps? Ben non, c'est que ça commence, en fait, ça finit 20h30. Bon, tu vois. Oh! Fait que c'est pas grave, c'est trop dommage. Fait que c'est conclusion. Que là, c'est comme si des extraterrestres nous avaient envahis puis qui devaient changer notre atmosphère avant de s'installer à notre place puis nous tuer par la même occasion.
Ça exagère un petit peu, là. Fait que là, les solutions maintenant, ça tient sur 2-3 lignes, là, tu sais. Ça, tu vois, toutes les pages de marde, les solutions sont toujours inexistantes, là, quasiment. Il y a pas longtemps, le 25 avril, là, 2015, il y a eu la marche internationale contre les chemtrails. Ça a eu lieu, je pense, en Colombie-Britannique, en Ontario, je me rappelle plutôt aux États-Unis, en Australie, je sais plus trop. Fait que là, j'ai appris là, sur les vidéos, que Woodstock, la pluie avait été causée artificiellement. Fait que là, l'autre choix que tu as, c'est de poursuivre le gouvernement avec sa propre loi de l'environnement en contactant la GRC, ce que peut-être un jour je vais faire, là. Fait que, peut-être c'est une mauvaise idée, ils vont me suivre après, je sais pas. Ou la manière la plus directe, utiliser le Chembuster. Fait que je pense c'est dans les dernières affaires qu'on va montrer sur l'ordinateur. L'avant-dernière, Kevin. Ça fait à peu près 50 fois qu'il fait le switch. Ça, là, c'est le Chembuster. On le voyait mal, là. On va l'agrandir. Ça, là, si vous avez des équipements chez vous, vous pouvez construire ça. 6 barres de 5 pieds de long de cuivre d'1 pouce de diamètre à installer en hexagone, à tous les 60 degrés. Puis là, à la base de ça, puis là, tu mets ça dans une base pour pas que ça bouge. Puis là, ça, c'est la vue du dessus. Puis là, dans la base de chacun des 6 tiges, tu mets un cristal de quartz de 2 pouces. Puis le cristal de quartz, c'est pas des jokes, ils s'en servent dans les chips électroniques, dans les piézoélectriques, pour... Ah non, tu peux rester là. Ils s'en servent pour... parce que ça émet des hautes fréquences. Fait qu'ils s'en servent, par exemple, les montres au quartz aussi, là. C'est quoi tu dis? La communication. Ah, ils s'en servent, ça. OK. Tu dis ça de même ou tu... Non, OK, t'es sérieux. Les bols de quartz. Les quoi, les? Les bols de quartz, là, qui font du son, là. Ah ouais? Ça a de l'effet à ton corps. Ça fait longtemps que la NASA servent de ça pour ah ouais? leur fin à eux, ouais. Mais ils font quoi avec ça? Là? Ouais, je pense que les satellites, ça fonctionne comme du quartz à ça. OK. Hey, c'est pas fini, là? Ah, vous allez aux toilettes, c'est beau. Non, c'est vrai qu'il fait froid, là, ici, là, c'est pour ça que je suis habillé. Ben, je vais terminer, je vais juste dire, Jean-Charles, il me fait dire que la NASA utilise leur quartz, là, en lien avec les satellites. Puis là, dans mon Chembuster, tu mets le quartz à la base du tuyau, puis j'imagine que l'oscillation du quartz, ça fait des ondes stationnaires à l'intérieur du tuyau, là, de manière rectiligne. Puis là, ben, vu que c'est sphérique, ben, il y a beaucoup de possibilités. Puis là, ça fait supposément des trous dans les nuages, comme la chanson de Michel Rivard. Puis j'ai vu une vidéo, mais je suis pas sûr si ça marche, mais ça a l'air quand même marcher. Fait que là, on va montrer, pour terminer, des sites web pour ceux qui veulent avoir des informations complémentaires. Puis là, Jean-Charles me demandait que s'il y a du monde qui sont intéressés à avoir des liens pour mon information que j'ai présentée aujourd'hui, ben, vous avez juste à écrire un commentaire, puis je vais vous envoyer ça. Déjà, un gars qui est intéressé à comment faire du saké, j'y ai écrit, puis j'ai donné des liens. Fait que les sites principaux, ben, carnecominstitute.org, homestead.ca, geoengineeringwatch.org, coalitionagainstgeoengineering.org et Le ciel nous tombe sur la tête, qui est un site de la France, puis Truth Call. En tout cas, il y en a d'autres. Fait que, juste avant, il reste 2 personnes. On va poser une question pour gagner un t-shirt. Ah, il y a une chance de gagner un t-shirt, ok? Il reste 2. Ça va montrer si vous avez été attentifs. OK, la réponse, c'est une date, là. Tu sais, 1900, whatever, là. C'est le premier qui me dit la date. S'il y a personne qui le dit, il n'y a pas de t-shirt qui gagne. C'est quelle est l'année... Ah, ben toi, tu en as déjà un, Jean-Charles, tu peux pas participer. Ah, Kevin, tu peux participer, si tu veux. C'est le technicien. Quelle est l'année qu'il y a eu le plus de choses qui se sont faites en géo-ingénierie? Ah, ben ça, c'est une bonne date, mais c'est pas ça la réponse. Hey, c'est quoi qu'on entend? On entend des jing. Ben non, ce n'est pas la bonne réponse. Non. C'est 1958 et non 68. Hey, il l'avait celui-là. Hey, ben, je vous remercie tout le monde d'être venu. Mais c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Le mois prochain, soit l'émission numéro 10, je reçois la super Jannick Lausier. Je remercie Jean-Charles pour sa chanson Décontracté et ses plans de caméra. Kevin Charlebois pour la technique visuelle puis la caméraman pendant le temps de la chanson.
Puis moi-même, je me félicite pour le travail de recherche astronomique sur le sujet. Fait qu'on se voit le 1er juillet. Générique. Va faire plus chaud, oui. On espère.